Ma copine m'a dit, mon frère emménage aujourd'hui, de façon permanente. Tu paieras pour tout. Si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à déménager. J'ai répondu, compris. Puis j'ai fait mes valises, j'ai annulé le bail et je suis parti. La panique n'a pas tardé à suivre. J'ai 31 ans, Chloé en a 28. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'un an et nous vivons ensemble depuis 8 mois. C'est un compte anonyme car elle est très présente en ligne et je n'ai pas besoin que cette histoire remonte jusqu'à moi pour l'instant. Chloé est une influenceuse lifestyle. Pas au point d'en vivre royalement, mais pas une petite non plus. Environ 47 000 abonnés, mode, bien-être, routine, soft life, énergie positive. Quand on s'est rencontrés, elle avait près de 12 000 abonnés et travaillait à temps partiel dans une boutique. Elle parlait constamment de croissance, de stratégie de marque, de dynamique. En fait, j'admirais ça. Je trouve toujours l'ambition séduisante. Ce que je n'avais pas tout à fait compris au début, c'est à quel point ça, marque, coûtait cher. Quand nous avons emménagé ensemble, elle n'a pas pu payer le premier et le dernier mois de loyer. Je l'ai fait. Elle a dit qu'elle me rembourserait dès que quelques sponsorisations seraient payées. Ça n'est jamais arrivé, mais je me suis dit que ce n'était pas grave. Quand elle a dit que l'appareil photo de son téléphone n'était pas assez bon pour les réels, j'ai aidé à payer un nouveau. Quand sa voiture ne correspondait plus à son image, j'ai co-signé un leasing. Quand elle a dit que le stress nuisait à sa créativité, j'ai pris en charge une plus grande partie des factures pour qu'elle puisse se concentrer. C'est probablement la première fois que j'ai merdé. Quelque part en cours de route, j'ai cessé d'être son petit ami pour devenir son infrastructure. J'étais le gars qui tenait les sacs pendant qu'elle filmait des transitions de tenue dans les parkings. Celui qui attendait en silence pendant qu'elle reprenait 6 fois la même gorgée de café. Si je parlais pendant le tournage, elle s'emportait. Chérie, sérieusement, tu casses l'ambiance. Pourtant, je me disais que les relations ont des phases. Puis la semaine dernière, elle m'a fait asseoir sur le canapé comme si elle s'apprêtait à m'expliquer une augmentation du prix d'un abonnement. Elle a dit très nonchalamment, alors, mon frère emménage, genre aujourd'hui, pour de bon. J'ai demandé pourquoi. Elle a levé les yeux au ciel et a dit que je faisais déjà des histoires. Apparemment, il a besoin de se remettre à zéro, et la famille passe avant tout. J'ai demandé où il dormirait. Elle a haussé les épaules. On trouvera bien une solution. Puis elle a croisé les bras et a prononcé la phrase que je n'arrive pas à me sortir de la tête. Tu paieras pour tout. Si ça ne te plaît pas, tu n'as qu'à déménager. J'ai juste hoché la tête et dit, compris. Elle a eu un sourire narquois. C'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Elle pensait que, compris, signifiait que j'obtempérais. Comme si j'allais grogner intérieurement, peut-être bouder pendant une journée, puis rentrer dans le rang comme je l'avais toujours fait. Elle est retournée directement à son téléphone, les pouces volants sur l'écran, probablement en train d'envoyer un SMS à quelqu'un sur à quel point j'étais compréhensif. Je suis resté là une seconde de plus que nécessaire, à la regarder. La façon dont elle n'a même pas regardé mon visage. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est débloqué. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas expliqué à quel point il était insensé de faire emménager quelqu'un de façon permanente sans en discuter. Je n'ai pas posé de questions sur le loyer, les charges, l'intimité, ou comment, temporaire, s'était transformé en, pour toujours, en une seule phrase. Je suis juste allé dans la chambre et j'ai fermé la porte. Ce soir-là, son frère est arrivé avec 2 sacs poubelles de vêtements et une PlayStation. Pas de bonjour, pas de merci. Il a laissé tomber ses affaires dans le salon et a immédiatement demandé le mot de passe du Wi-Fi. Du fond de la cuisine, Chloé m'a ordonné d'être gentil car il traversait une période difficile. J'ai souri, je lui ai donné le mot de passe, je lui ai demandé s'il avait besoin d'aide pour porter autre chose. Elle a observé cette interaction comme si elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Plus tard, alors qu'elle filmait une vidéo de routine du soir dans la salle de bain, je me suis assis sur le bord du lit avec mon ordinateur portable et j'ai consulté notre bail. Mensuel, préavis de 30 jours, les 2 noms dessus. Mais devinez qui a payé la caution? Devinez sur quel compte bancaire chaque facture était prélevée automatiquement? J'ai commencé à faire une liste. Pas une liste de colère. Une liste propre et ennuyeuse, bail, internet, électricité, services de streaming, forfait téléphonique, assurance auto,
chaque petite chose que j'avais tranquillement absorbée au fil du temps parce que c'était plus simple. Vers minuit, elle est finalement venue se coucher et s'est plainte que mon énergie n'était pas bonne. Elle a dit que ce genre de stress se voit sur son visage et pourrait nuire à son engagement. Puis elle a ajouté, je plaisante à moitié, mais ne commence pas à agir bizarrement maintenant que mon frère est là. Je lui ai dit que tout allait bien. Le lendemain matin, elle est partie tôt avec lui pour prendre un café et lui faire visiter le quartier. J'ai attendu 10 minutes après leur départ, puis j'ai commencé à faire mes cartons. Pas vite, pas avec émotion, juste de manière délibérée. À midi, la moitié de mes affaires étaient dans des boîtes. À 14 heures, j'ai passé quelques appels téléphoniques qui ont tout changé. Le premier appel était pour mon propriétaire. Je ne lui avais jamais parlé directement auparavant. Tout passait généralement par Chloé car elle aimait avoir le contrôle. J'ai expliqué calmement que je devais me retirer du bail en raison d'un changement soudain de situation de logement. Il a soupiré comme si ce n'était pas la première fois qu'il entendait ce genre d'histoire. Bail mensuel, 30 jours, pas de pénalité. Il a demandé si ma copine était au courant. J'ai dit qu'elle le serait bientôt. Le deuxième appel était pour ma banque. J'ai retiré mon compte de tous les prélèvements automatiques partagés. Internet, services publics, streaming, abonnement à la salle de sport qu'elle n'utilisait jamais mais qu'elle aimait taguer. Tout était programmé pour se terminer en quelques jours. Propre, légal, ennuyeux. Le troisième appel était pour un ami qui avait une chambre de libre. Il n'a pas posé de questions, il a juste dit « Ouais, mec. Prends le bureau ou le canapé, ce dont tu as besoin. » J'ai fait des cartons jusqu'à ce que mes bras soient engourdis. Les vêtements d'abord, puis les livres. Puis les choses qu'on ne remarque que lorsqu'elles ont disparu. Chargeurs, outils, documents. Tout ce qui était à moi est allé dans une boîte. Tout ce qui était partagé, je l'ai laissé exactement où il était. J'ai même essuyé le comptoir de la cuisine que j'utilisais parce que je ne voulais pas qu'elle prétende que j'avais saccagé l'endroit. Vers 16 heures, elle m'a envoyé un texto pour me demander si je pouvais lui envoyer de l'argent car elle et son frère avaient accidentellement trop dépensé au brunch. J'ai répondu, je ne peux pas, je suis occupé. C'était la première fissure. Elle est rentrée juste après 18 heures, riant aux éclats, et s'est figée en voyant les cartons empilés près de la porte. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-elle demandé, le ton déjà sec. Je fais juste du rangement, ai-je dit. Son frère a regardé entre nous, mal à l'aise pendant une demi-seconde, puis a haussé les épaules et a allumé la télé. Elle m'a suivi dans la chambre et a baissé la voix, furieuse. Pourquoi es-tu passif-agressif? Je t'ai dit qu'il emménageait. Je sais, ai-je dit. Tu as été très clair. Elle m'a regardé, attendant le reste, les excuses, la négociation, que je cède. Quand rien n'est venu, son visage a changé. Pas encore de la panique. De l'agacement, le genre qu'on ressent quand une application se bloque. Tu ne penses pas sérieusement à partir, a-t-elle dit. Ne sois pas ridicule. J'ai scotché une autre boîte et je l'ai finalement regardée. Tu m'as dit de déménager si ça ne me plaisait pas, ai-je dit. Ça ne m'a pas plu. Elle a ri une fois. Trop fort. Tu ne peux pas faire ça comme ça. C'est là que j'ai réalisé qu'elle le croyait vraiment. Et c'est là que le pouvoir a finalement changé de main. Elle m'a suivi dans le salon, la voix montant maintenant, se fichant que son frère puisse entendre. Tu réagis de manière excessive. Les couples se soutiennent. C'est ce que font les adultes. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai juste pris une autre boîte. C'est laquelle a craqué. Et alors? Tu vas juste m'abandonner? Après tout ce que j'ai construit. Cette phrase a mal atterri. Sa vie, sa construction. J'étais un actif de second plan sur lequel elle avait pris l'habitude de s'appuyer. J'ai donné mon préavis, ai-je dit. 30 jours. Ses yeux se sont écarquillés. Le voilà. Le premier soupçon de panique. Tu ne peux pas faire ça sans me parler. Tu m'as parlé, ai-je dit calmement. Tu n'as juste pas demandé. Son frère a coupé le son de la télé, soudainement très intéressé. Elle a croisé les bras, retombant dans le mépris. Bien, pars, mais ne t'attends pas à ce que je te supplie. Tu le regretteras quand tu réaliseras tout ce que tu gâches.
J'ai failli rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si prévisible. Elle pensait toujours que le regret ne fonctionnait que dans un sens. Cette nuit-là a été glaciale. Elle a filmé une vidéo de routine de « remise à zéro » dans la chambre pendant que je dormais sur le canapé. À un moment donné, elle m'a sifflé de respirer moins fort car on l'entendait sur son micro. Le lendemain matin, Internet s'est coupé à 9h07. Son cri aurait pu briser du verre. Elle a jailli de la chambre, agitant son téléphone. « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai siroté mon café. J'ai résilié mon compte. « Tu ne peux pas faire ça. J'ai des délais. Tu devrais le mettre à ton nom, ai-je dit. C'est toi qui l'utilises. » Son frère a essayé d'en rire jusqu'à ce que son jeu se déconnecte aussi. À midi, l'email de la compagnie d'électricité est arrivé. Puis les services de streaming se sont déconnectés. Puis le paiement du leasing de sa voiture a été refusé. Elle s'est assise par terre, le téléphone à la main, actualisant son application bancaire comme si elle était cassée. « Ce n'est pas drôle », a-t-elle dit, la voix tremblante maintenant. « Répare ça. » J'ai pris mes clés. Je suis en train de réparer ma situation. Quand je suis sorti avec la dernière boîte, elle m'a suivi jusqu'à la porte pour la première fois. « Tu fais vraiment ça ?» a-t-elle demandé. J'ai fait une pause, la main sur la poignée. « C'est toi qui me l'as dit. » Derrière moi, la réalité commençait enfin à emménager avec son frère, et elle était bruyante. Je suis resté chez mon ami la première semaine. Un endroit calme. Pas de lampes annulaires, pas de tournage, juste un matelas par terre et le genre de silence qui permet à vos épaules de se détendre enfin. Chloé n'a pas bien supporté le silence. Le premier jour, elle a envoyé des textos comme si de rien n'était. Des nouvelles désinvoltes, des commentaires passifs, Internet est bizarre aujourd'hui, lol. Je n'ai pas répondu. Le deuxième jour, le ton a changé. Il faut qu'on parle comme des adultes. Puis 10 minutes plus tard, c'est vraiment immature. Le troisième jour, les appels ont commencé. Appels manqués, messages vocaux. Sa voix oscillant entre la colère et l'incrédulité. Elle n'arrêtait pas de dire des choses comme « Je ne comprends pas pourquoi tu me fais ça », comme si j'avais commis une sorte de crime. Ce qu'elle n'a pas mentionné, c'est l'argent. Elle n'a jamais demandé si j'allais bien. Jamais demandé où je logeais. Elle a demandé quand je reviendrais pour « réparer ça ». Comme si j'étais un entrepreneur qui avait abandonné un chantier à mi-parcours. Le quatrième jour, j'ai reçu une notification du propriétaire. Chloé l'avait appelé en pleurant. Apparemment, elle pensait que s'il lui disait que nous étions en train de régler nos problèmes, il me forcerait à rester sur le bail. Il ne l'a pas fait. Cette nuit-là, elle a finalement craqué. Elle a envoyé un texto « Mon frère ne peut rien payer en ce moment. Je pensais que tu avais compris ça. » J'ai regardé le message pendant un long moment, pas en colère, juste fatigué. J'ai répondu par une seule phrase. « Tu ne m'as pas demandé de comprendre. Tu m'as dit d'accepter. » Pas de réponse pendant une heure puis. « Alors, tu choisis vraiment l'argent plutôt que moi. » C'est là que j'ai compris. Elle croyait sincèrement que j'existais pour absorber les conséquences afin qu'elle n'ait pas à les ressentir. Le lendemain matin, elle a posté une story. Écran noir, texte blanc, apprendre qui est vraiment là quand la vie devient difficile. Des amis communs ont commencé à me contacter. Des messages soigneusement formulés. Et, je prends juste de tes nouvelles. Traduction, pourquoi as-tu abandonné l'influenceuse? Je n'ai pas expliqué. J'ai juste continué à emballer le reste de ma vie pour aller de l'avant. À la fin de la semaine, je suis retourné à l'appartement pour récupérer les dernières choses. Elle n'était pas là. Son frère était affalé sur le canapé, entouré de boîtes de plats à emporter. « T'es le gars qui est parti ?» a-t-il dit platement. « Ouais », ai-je répondu. Il a secoué la tête. « Elle ne pensait pas que tu le ferais vraiment. » Moi non plus, jusqu'à ce que je le fasse. Et c'est là que j'ai vu les factures non ouvertes empilées sur le comptoir. Les factures étaient pires que ce à quoi je m'attendais. Rappel de loyer, avertissement de coupure d'électricité, relevé de carte de crédit avec des soldes que je ne reconnaissais pas, avance de parrainage qu'elle avait déjà dépensé mais qu'elle n'avait pas encore gagné. Tout était soigneusement empilé, non ouvert,
comme si ne pas les regarder pouvait les faire disparaître. J'ai attrapé la dernière boîte dans le placard. De vieux sweats à capuche, des affaires d'hiver. Et c'est là que j'ai remarqué la lampe circulaire toujours installée dans le coin. Téléphone monté, arrière-plan mis en scène. La légende, carnet ouvert sur le lit. Elle avait prévu de filmer une vidéo sur une saison difficile. Cela expliquait le post de la story. Elle est entrée pendant que je scellais la boîte. N'a pas dit bonjour. C'est juste appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, les yeux rouges mais secs. Calculé. Alors elle a dit, as-tu fini de faire valoir ton point? Je n'ai pas répondu tout de suite. Tu m'as vraiment embarrassé. Elle a continué, as-tu la moindre idée de l'image que ça donne? C'était ça. Pas ce que ça fait. Pas pourquoi es-tu parti? Juste l'optique. J'ai dit aux gens que tu étais stressé. Elle a ajouté, que tu avais besoin d'espace. Ne me fais pas mentir. Je l'ai finalement regardé. Tu as déjà réécrit l'histoire. Elle a ricané. Bien sûr que je l'ai fait. Je ne vais pas dire aux gens que tu m'as abandonné. Je ne t'ai pas abandonné, ai-je dit. J'ai mis fin à un accord que tu as modifié sans mon consentement. Sa mâchoire s'est crispée. Tu fais tout paraître si froid. C'est parce que tu n'entends les choses que lorsqu'elles t'affectent financièrement. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Puis est venu le pivot, la voix plus douce, celle qui fonctionnait avant. On peut arranger ça, dit-elle doucement. Mon frère peut trouver un travail. On fera un plan. Reviens juste. J'ai secoué la tête. Tu ne voulais pas de plan. Tu voulais que j'obéisse. Ses yeux se sont remplis instantanément. De vraies larmes maintenant. Tu vas vraiment me laisser comme ça? J'ai ramassé la boîte. Tu es partie la première. Tu n'as juste pas déménagé. En passant devant elle, elle a chuchoté, tu le regretteras. Je me suis arrêté à la porte. Pas pour discuter, juste pour dire une chose. Je ne le regrette déjà pas. C'est là que la panique a finalement cessé d'être subtile. La vraie panique a commencé 2 jours plus tard. Je le sais parce que c'est là qu'elle a arrêté d'essayer de paraître en contrôle. Elle a appelé à 6h18 du matin. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé, puis encore. Au 4e appel, j'ai décroché, non pas parce que je voulais parler, mais parce que je voulais que ça s'arrête. Sa voix était brisée. Pas le cri de l'influenceuse. Vrai, fais-les, sans filtre. Ils vont remorquer ma voiture, a-t-elle dit. Pas de bonjour, pas d'accusation, juste de la peur. J'ai fermé les yeux et me suis adossé au mur. C'est entre toi et la société de leasing. Tu es toujours sur les papiers, dit-elle rapidement. Ils ont dit qu'ils t'appelleraient ensuite. Je me suis retiré, ai-je répondu. Tu te souviens. Silence, puis respiration. Superficielle, rapide. Mes cartes sont au maximum, a-t-elle chuchoté. Je pensais qu'un contrat de sponsoring allait arriver, mais ce n'est pas le cas. Et mon frère n'a même pas encore commencé à chercher du travail. Le voilà. La partie qu'elle ne pouvait pas organiser. J'ai besoin d'aide, a-t-elle dit. Pas, je suis désolé. Pas, j'avais tort. Juste, j'ai besoin. J'ai attendu. Je lui ai laissé de l'espace pour ajouter quelque chose de significatif. Rien n'est venu. Je ne peux pas régler ça pour toi, ai-je dit finalement. Ça ne veut pas dire que je te déteste. Ça veut juste dire que j'ai fini de financer des décisions dans lesquelles je n'ai pas mon mot à dire. Elle a immédiatement rétorqué, un réflexe défensif s'activant. Alors, tu me punis. Non, ai-je dit, je me retire. Elle m'a raccroché au nez. 1 heure plus tard, j'ai reçu une demande Venmo. Pas de message, juste un chiffre. C'est là que je l'ai bloqué. Plus tard dans la journée, un ami commun m'a envoyé un texto. Il a dit que Chloé racontait aux gens que j'étais parti pendant une urgence familiale, que j'étais financièrement abusif, que j'utilisais l'argent pour la contrôler. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas corrigé le récit. J'ai juste transféré les emails du bail, les reçus de paiement, les comptes annulés,
des captures d'écran que j'avais gardées sans même savoir pourquoi. L'ami a cessé de répondre. Ce soir-là, Chloé a posté une autre story, cette fois en pleurant, parlant de trahison, d'avoir été prise au dépourvu. Les commentaires étaient partagés, certains de sympathie, d'autres de questions. Elle l'a supprimé 1 heure plus tard. La panique ne fonctionne pas bien quand elle n'est pas scénarisée, et elle était à court de prise. Une semaine a passé, puis une autre. Le silence a fait ce que les disputes n'ont jamais pu faire. Il l'a forcée à faire face aux conséquences sans un méchant sur qui elle pouvait crier directement. J'ai appris plus tard par quelqu'un qui n'aurait pas dû me le dire que son frère avait déménagé au bout de 10 jours. Apparemment, permanent, a duré jusqu'à ce que le Wi-Fi, les courses et les transports disparaissent. Il est retourné chez un ami et a dit aux gens que Chloé le stressait. L'ironie ne l'a pas frappé. Pas encore. Elle a essayé un angle différent après ça. Un email est arrivé d'elle. Long, soigneusement écrit, presque professionnel. Elle s'est excusée de la façon dont les choses s'étaient passées. A dit qu'elle était sous pression. A dit que la famille fait agir les gens de manière irrationnelle. A dit que je lui manquais, mais a aussi dit que les relations exigent des sacrifices, pas des sacrifices mutuels, juste des sacrifices. Elle a terminé par « Je pense que nous avons tous les deux fait des erreurs ». Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai archivé. Quelques jours plus tard, je l'ai croisée par hasard dans une épicerie. J'ai failli ne pas la reconnaître sans le filtre, sans la posture qu'elle affichait en ligne. Elle avait l'air plus petite, fatiguée. Son caddie était à moitié rempli de produits de première nécessité bon marché au lieu de snacks esthétiques. Elle m'a vu et s'est figée. Pendant 1 seconde, aucun de nous n'a parlé. Puis elle a dit mon nom comme si elle testait s'il lui appartenait encore. « Tu as l'air bien », a-t-elle dit. « Je le suis », ai-je répondu. Elle a hoché la tête, déglutissant. J'essaie de m'en sortir. Je sais. Elle attendait des mots rassurants, un sentiment de culpabilité, que je lui demande si elle allait bien. Quand cela n'est pas venu, sa voix s'est faite plus tranchante. Tu es vraiment parti comme ça. J'ai croisé son regard. Non. J'ai avancé. C'est là que je l'ai vue. La prise de conscience qu'elle avait évitée depuis le début. Je ne revenais pas. Pas en colère, pas brisé, juste fini. Elle a ouvert la bouche comme si elle avait une dernière chose à dire, puis l'a refermée. Il ne restait plus rien qui fonctionnait sur moi. J'ai payé mes courses et je l'ai laissé là, son chariot immobile. Plus tard dans la nuit, elle a posté une photo en solo avec une légende sur la croissance, l'indépendance, la résilience. Les commentaires étaient encourageants. Les notifications de la banque, j'imagine, ne l'étaient pas. Et pour la première fois depuis que tout cela a commencé, j'ai dormi sans rejouer une seule conversation. Je pensais que ce serait la fin. Une rupture nette, des vies séparées. Une leçon apprise des 2 côtés. J'ai sous-estimé à quel point il est difficile pour certaines personnes d'accepter de perdre leur emprise. Environ 3 semaines après notre rencontre à l'épicerie, j'ai reçu un email d'elle, non pas de son compte personnel, mais de son compte professionnel. Objet, dernière tentative de clôture. Rien que ça me disait tout. Elle a écrit sur la façon dont elle avait été forcée de reconstruire à partir de rien. Comment le traumatisme de l'abandon n'apparaît pas sur les feuilles de calcul. Comment je lui avais appris que l'amour est conditionnel. Elle a dit qu'elle espérait qu'un jour je ferais le travail intérieur nécessaire pour comprendre pourquoi j'avais réagi de la sorte. Aucune mention de l'ultimatum, aucune mention de l'argent, aucune mention de son frère, juste une version magnifiquement réécrite où j'étais le méchant émotionnellement immature. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, j'ai remarqué qu'elle m'avait retiré de ses abonnements partout, m'avait bloqué sur certaines plateformes, m'avait laissé visible sur d'autres, un mélange désordonné et stratégique suffisant pour avoir l'impression de contrôler la situation. Puis le message privé est arrivé de quelqu'un que je ne connaissais pas. Et, c'est gênant, mais est-ce que ça va ? Chloé a dit des choses qui ne tiennent pas vraiment la route. Apparemment, elle avait fait un direct la veille au soir. Vin impliqué, larmes, détails qui lui avaient échappé. Elle a parlé de la façon dont elle avait supposé que je m'occuperais de tout parce que je l'avais toujours fait. Comment elle ne pensait pas que je partirais vraiment. Cette phrase a fait le tour. Les commentaires se sont retournés discrètement, lentement. Pas de dénonciation massive,
juste des questions. Le genre que les influenceurs détestent. Elle a supprimé le direct, puis a archivé un tas d'anciens messages, puis a moins publié, puis a commencé à promouvoir les codes de réduction plus agressivement qu'auparavant. Je n'ai pas célébré. Je ne me suis pas senti suffisant. J'ai ressenti du soulagement parce que le dernier fil qui me liait à son histoire s'est enfin rompu. J'ai emménagé dans mon propre appartement la semaine suivante. Petit, calme, à moi. Pas de bouche supplémentaire à nourrir, pas de performance, juste de l'espace. Parfois, les gens me demandent si elle me manque. Non. La personne que je pensais qu'elle était me manque, avant d'apprendre que, si ça ne te plaît pas, déménage, n'est pas une limite, c'est un test. Et pour la première fois depuis longtemps, j'en ai réussi un an partant. Un mois après que tout se soit calmé, j'ai reçu un dernier message. Pas d'elle, de son frère. Court, maladroit, mal orthographié. Et mec, je voulais juste te dire désolé. Je ne savais pas qu'elle t'avait dit que c'était permanent. Je pensais que c'était pour quelques semaines. Je l'ai regardé pendant un long moment. Cela expliquait beaucoup de choses. La confiance, le droit, la façon dont elle l'avait dit comme un décret au lieu d'une discussion. Elle n'avait pas seulement franchi une limite. Elle avait réécrit la réalité pour qu'elle corresponde au résultat qu'elle voulait. J'ai répondu par une seule phrase. Prends soin de toi. Et c'était tout. Plus de fil à tirer. La vie ne s'est pas améliorée de façon spectaculaire du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de vengeance éclatante, pas de montage cinématographique, juste de petits changements tranquilles. Ma facture d'épicerie a baissé. Mes maux de tête dus au stress ont disparu. J'ai arrêté de sursauter quand mon téléphone sonnait. J'ai remarqué à quel point il était paisible d'exister sans être utile. Parfois, tard dans la nuit, je rejoue le moment sur le canapé. Sa voix, la façon dont elle s'est penchée en arrière comme si elle avait déjà gagné. Tu paieras pour tout. Si ça ne te plaît pas, déménage. Elle l'a dit comme si personne ne l'avait jamais fait. Je pense que c'est ce qui l'a le plus choqué. Non pas que je sois parti, mais que je ne me sois pas battu. Je n'ai pas négocié. Je n'ai pas supplié de rester pertinent dans une vie qui ne m'appréciait que lorsque j'étais silencieux et solvable. J'ai juste accepté ces conditions. Les gens pensent que partir est dramatique. Ce n'est pas le cas. C'est silencieux. Ce sont des boîtes, des comptes annulés et des textos sans réponse. C'est choisir de ne pas auditionner pour un rôle pour lequel vous n'avez jamais postulé. S'il y a un conseil à tirer de tout ça, je suppose que c'est celui-ci. Quand quelqu'un vous dit exactement à quel point vous avez peu votre mot à dire dans votre propre vie, croyez-le et ne discutez pas. Faites juste vos valises.